vu d'en haut, le monde est-il pollué, puisqu'on en parle beaucoup? Est-ce que c'est un observatoire privilégié que votre capsule pour voir la pollution, pour la percevoir, pour la sentir? Non, je crois que c'est bien clair que la pollution la pire, c'est celle qu'on ne voit pas. Les pollutions invisibles de radioactivité, de physique, de chimie, d'augmentation, diminution de température, tous ces changements importants qui menacent l'équilibre de la nature, ça, ce sont des graves menaces. Par contre, ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelques feux, on voit quelques incendies, on voit quelques taches sur l'océan, mais finalement, tout ça, c'est tellement moins grave que les pollutions invisibles. Cette vision qu'on a du monde en 3 semaines, Bertrand, quelle image est-ce qui vous en reste? C'est quelque chose qui va de soi, qu'il y a de la vie sur la Terre, que ce soit une planète bleue, comme dit Paul Éluard, le poète, ou bien au contraire, quand on prend de la distance, on mesure aussi la fragilité? Je crois que l'impression qui était la plus forte, c'était le moment du lever de soleil. Parce qu'on avait vu le ciel, on avait vu l'espace, on avait vu des milliards d'étoiles pendant la nuit, et puis tout à coup, il y avait de nouveau de la lumière qui arrivait en dessous de nous, et on réalisait qu'il y avait des milliards de planètes dans le cosmos qui, a priori, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, ne sont pas peuplées, et puis en dessous de nous, il y avait une Terre peuplée. Et ça donne une impression de magie, alors que la Terre soit bleue ou pas bleue, elle est vivante. Et l'impression que c'est un miracle d'avoir une planète vivante portant de la vie qui se promène dans le cosmos. Mais miracle, expliquez, pourquoi c'est un miracle et pourquoi ça ne va pas de soi? Si toutes les planètes du cosmos étaient peuplées et habitées et qu'il y avait de la vie, la nôtre n'aurait pas de valeur particulière. Mais jusqu'à preuve du contraire, notre planète est la seule qui porte de la vie dans l'entier du cosmos. Et on est là comme spectateur, privilégié depuis un ballon, et peut-être que la conscience qu'on en a est tout à coup exacerbée. Par rapport au moment où on est dans la vie de tous les jours, on trouve ça normal, on trouve que c'est de la routine, on trouve totalement évident que notre planète soit vivante, et on trouve ça tellement évident qu'on en oublie la valeur, et on commence à la polluer, à la violer, à gaspiller les sources d'énergie, à changer des équilibres. Finalement, peut-être même pas par bêtise ou par égoïsme, mais par ignorance de la valeur de ce qu'on a autour de nous. C'est des grands mots, un peu exagérés à dessein, que violer, comme vous dites, polluer, d'accord, mais détruire, dégrader, vous les assumez, ces mots? Oui, oui, je crois que depuis à peu près un siècle, l'être humain a fait plus de dégâts que pendant le million d'années où il a existé avant. Alors évidemment, il y a plus d'êtres humains sur Terre, mais j'ai l'impression qu'on a perdu cette relation de respect à la nature, de respect à la vie. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de réaliser que chaque élément vivant qu'on croise autour de soi est le porteur d'une particule de ce miracle de la vie. Et si on est conscient de cette particule de vie qui est en chacune personne, dans chaque élément de la nature, on va forcément le considérer autrement et entrer en relation autrement. La nature a un équilibre, la Terre a évolué sur des milliards d'années et l'être humain doit replacer aussi sa place en fonction de ce temps qui passe. On ne peut pas, en quelques années, détruire des réserves qui ont mis des millions ou des milliards d'années à s'accumuler. C'est en ça qu'il y a un viol. C'est en ça qu'il y a un viol. Ouais. Il y a une rupture d'une notion de temps, il y a une rupture de respect par rapport à un équilibre qui est finalement beaucoup plus fragile que ce qu'on croit probablement. L'image de cette couche qui nous fait vivre, de son épaisseur, donc de sa fragilité, vous pourriez donner quoi comme comparaison pour qu'on l'appréhende mieux? Vous savez, si la Terre était ramenée à la taille d'un œuf, l'entier de l'eau de l'océan serait une goutte d'eau posée sur cet œuf étalée avec le doigt. Et ça, c'est l'entier de la masse de l'eau sur Terre. Et l'atmosphère autour, c'est à peine la petite peau de l'œuf qu'il y a entre la pulpe et la coquille. Ce sont des épaisseurs extrêmement fines, des quantités qui sont finalement beaucoup moins importantes que ce qu'on croit. Pour nous, c'est immense. Mais en réalité, c'est un équilibre que l'être humain a maintenant, grâce à sa technologie, la possibilité de modifier, ce qu'il n'avait pas la possibilité de faire avant. Donc c'est maintenant, je pense, que l'être humain doit arriver avec une conscience différente de ce qu'il fait. Quand il s'agit de couper 10 arbres pour construire un village dans la forêt, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de vision à long terme. Par contre, quand avec des industries importantes, des sources d'énergie énormes,
on voit qu'on peut changer l'équilibre naturel, je crois que là, on doit commencer à réfléchir autrement. On doit prendre plus de conscience de ce qu'on est en train de faire. Et je crois que là, c'est toujours difficile parce qu'il y a des gens qui forcément raisonnent à court terme. Et la valeur, je pense, de l'être humain maintenant sera dans sa capacité de raisonner à long terme. Est-ce qu'on peut dire, Bertrand Piccard, que c'est ce vol qui a déclenché chez vous, allez, employons un grand mot, une sorte de conversion qui fait que Bertrand Piccard, qui était dans l'air, déjà c'est une histoire de génération, par le père, par le grand-père, etc., et vous qui voliez, mais est-ce qu'il a fallu cette vie dans l'air, hein, c'est l'histoire des 3 semaines dans votre hôtel de l'air, pour que non seulement vous fassiez ces photographies d'une pollution du monde, mais que vous disiez, en plus, il faut faire quelque chose? Moi, je pense qu'une prise de conscience ne peut se faire que par une expérience émotionnelle. Avant ce vol, j'étais convaincu qu'il fallait faire quelque chose. J'étais convaincu qu'une fois ou l'autre, il faudrait que moi aussi je fasse quelque chose. Mais je crois que le choc émotionnel de la beauté de ce qu'on voit, de la prise de conscience véritablement de cette chance incroyable que nous avons d'être sur cette planète bleue qui se promène dans le cosmos, ça c'est quelque chose qui effectivement donne dans l'instant présent le désir d'agir. Mais alors, ce n'est pas une conversion au sens du fanatisme, hein, qu'on soit bien clair. Je suis resté quelqu'un de très pragmatique. Il faut bien voir que le but de l'humanité, ce n'est pas de revenir à l'âge des cavernes pour diminuer la pollution. Ce serait totalement aberrant. Ce qu'il faut essayer d'introduire, c'est un changement de conscience. C'est un changement dans ses comportements de tous les jours. C'est un changement dans des tas de petites habitudes qui peuvent avoir un effet important. Le but, finalement, c'est d'ennuyer le moins de gens possible pour avoir le maximum de résultats possibles. Ce n'est pas d'ennuyer des tas de gens avec des tas de réglementations draconiennes et ennuyeuses. Le but, c'est quand même que les gens arrivent à se responsabiliser suffisamment pour changer eux-mêmes leur comportement dans des actions de tous les jours qui peuvent avoir des résultats très importants. Diminuer la température des appartements de 2 degrés, utiliser davantage de matières recyclées, utiliser les nouvelles prises robinets électrostatiques sur les radiateurs ou les bulbes de longue durée économique pour les ampoules. Toutes ces choses-là qui sont rendues possibles finalement grâce à la technologie. Il faut utiliser la technologie. Donc vous dites qu'on peut faire beaucoup de choses avec peu de choses? Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec extrêmement peu de gêne. Ouais. Et parfois, on a vu certains clivages importants dans les discussions entre politiciens, écologistes, industriels, où il s'agissait de faire porter le chapeau à certains, à prouver que certains avaient tort, que d'autres avaient raison. Et je crois que ça c'est une erreur, parce qu'on introduit un clivage dans lequel il y a des bons et des mauvais. C'est bien à vous entendre comment et dans quelle mesure, avec quelle amplitude le ballon et tout ce que vous avez fait avec a changé votre vie. Est-ce que vous êtes en train de dire aussi aux politiciens, il y a d'autres façons de travailler, plutôt que dans un plaidoyer, d'avancer vos arguments et d'en faire aller le plus possible, vous leur dites, mais essayez plutôt d'écouter l'autre qui se rapproche finalement de vous? Si je vous disais oui maintenant, ça paraîtrait un peu naïf, et je ne crois pas que le monde fonctionne comme ça. Mais par contre, il y a quelque chose de vrai dans cette notion-là. C'est que je pense que jusqu'à maintenant, les gens qui se sont fait une place dans l'histoire sont des gens qui ont fait des grandes conquêtes et qui ont amassé des grandes fortunes. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Maintenant, la place dans l'histoire, la place dans un livre d'histoire sera réservée à ceux qui se seront préoccupés de la marche de la nature, qui se seront préoccupés des notions d'environnement, qui se seront préoccupés des droits de l'homme, qui se seront préoccupés de se mettre à la place de leur peuple pour voir comment c'est quand on souffre et essayer d'alléger aussi les souffrances de certaines populations. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'apparaître, et je crois que les premiers politiciens, les premiers financiers, les premiers dirigeants au sens large de notre planète qui s'en rendront compte et qui l'appliqueront deviendront des héros. Mais ce n'est plus par les conquêtes et par le pouvoir personnel qu'on sera un héros. Vous êtes en train de profiler le nouvel explorateur, celui du 21e ou du 22e siècle, là, un peu. Je suis en train de donner ma conviction sur ce que la nouvelle sensibilité du 21e siècle peut avoir comme influence sur les hommes d'État. Et ceux qui resteront accrochés à leur notion de pouvoir et d'argent seront probablement balayés par une vague maintenant de sensibilité plus importante. C'est vrai quand Malraux disait, ou en tout cas on lui accorde cette phrase, que le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas,
je pense qu'il y a là effectivement une prise de conscience qui tranche énormément par rapport au siècle dernier, sur un besoin de communication plus global, sur un besoin de respect de l'être humain. Et je ne crois pas qu'on puisse mettre la notion des droits de l'homme dans un autre endroit que la notion des droits de la nature. Je crois que c'est quelque chose qui doit aller globalement. Si on veut globaliser l'économie, il faut commencer par globaliser le respect de l'être humain et le respect de la nature. Au terme de votre vol autour du monde avec Brian Jones, vous avez créé les deux une fondation qui s'appelle Wings of Hope, où vous entendez quand même déranger un peu dans un registre bien précis que vous avez choisi. On entend réveiller. Le but, c'est en fait d'utiliser la médiatisation qui nous a entourés pendant notre vol autour du monde et à sa suite pour attirer l'attention sur des maladies oubliées, essentiellement des maladies de la misère, comme le NOMA par exemple, qui détruit le visage des enfants de manière absolument atroce dans un grand nombre de pays du monde, simplement en raison de la malnutrition, du manque d'hygiène, de l'ignorance de ces populations. Ça, ce sont des choses qu'on n'a plus le droit d'accepter maintenant. Et je pense qu'il y aura des très graves crises écologiques, des énormes catastrophes naturelles, avant que finalement les gens se disent qu'il faut vraiment changer. Et même quand on a un mandat de politicien pour 4 à 8 ans, il faut se préoccuper de ce qui se passera après le moment où on aura été élu. On ne peut pas se contenter simplement de repousser le problème à plus tard. Et puis le monde vu d'en haut, ce n'est plus un monde politique avec des frontières. Il y a quelque chose qui change fondamentalement dans la vision du monde quand on en fait le tour. C'est le fait qu'on ne peut plus dire le problème est de l'autre côté du monde. Le problème est à l'autre bout du monde. Il n'y a plus d'autre bout. On en a fait le tour et finalement tout est partout. Et on a tout à coup le sentiment vraiment d'appartenir à un monde entier. Et c'est très clair que les implications sont vitales de cette notion-là. Alors on ne peut pas pousser tout le monde à faire le tour du monde en ballon pour le réaliser, mais il faut quand même bien voir une chose. Dans notre monde industrialisé et je dirais riche, on est également responsable de ce qui se passe dans les autres régions du monde, parce que la pollution n'a absolument pas de frontières. Et cette manière de laisser se débrouiller des pays en voie de développement en se disant « mais c'est pas grave, on verra bien ce qui se passe », c'est criminel de notre part à nous, parce que des pays en voie de développement ont des priorités qui ne sont pas les nôtres, des priorités pour survivre, des priorités pour nourrir leur population, et forcément l'écologie passera après tout ça, avec des conséquences absolument dramatiques. Et il faut maintenant pouvoir raisonner de manière beaucoup plus globale et voir que le problème n'est pas à l'autre bout du monde. Le problème, il est dans nos mains.